Bonjour tout le monde, ici Domcy, je suis en compagnie de monsieur Yvon Barrette. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est qui ce monsieur-là? » Pas tout de suite, vous allez le découvrir plus tard pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci beaucoup monsieur Barrette d'accepter de me recevoir pour l'entrevue. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça le fun. Monsieur Barrette, vous venez de Alma. Oui, absolument. Présentement, on est à Saint-Léandre, qui est vraiment pas à côté pour tout le monde, on est en Gaspésie. Oui, je suis un bleuet qui a pris racine en Gaspésie. Je suis tombé en amour avec la place, ça fait près de 50 ans que je suis ici. Puis j'ai jamais eu le goût de retourner à Alma, là, finalement. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Une blonde fantastique. Mon fils est dans le village. Oui. Je vais être arrière-grand-papa en février. Oh, ben félicitations! Qu'est-ce qui a fait quand vous étiez à Alma, que vous aviez eu un intérêt pour le jeu? C'est que j'ai fait du théâtre amateur avec quelqu'un, André Saint-Denis, qui avait fait l'École nationale de théâtre. Et puis, tout de suite, il a réalisé que j'avais peut-être des chances de passer l'audition et d'être accepté. Et puis, moi, à quelque part, j'ai toujours été heureux sur une scène. J'ai commencé à faire des shows avec mes cousins dans le hangar en arrière. C'était en moi comme ce besoin-là de jouer. Puis, effectivement, j'ai préparé une audition. Puis, je suis allé la passer à Québec avec un de mes amis qui me donnait la réplique, Marc Harvey. Puis, dans la salle, c'est une grande salle, une salle d'école, il y avait André Muller, le directeur de l'École nationale, puis Tibor Egervari. Ah, ça... C'était l'assistant directeur, c'était un Hongrois. Puis, j'avais préparé 2 scènes. J'avais préparé Les mains sales de Jean-Paul Sartre. OK. Comme scène d'audition. Puis après ça, j'avais préparé Les fourberies de Scapin. Oui. Je commence, je fais la première scène d'audition. Puis, ce que j'ai entendu après, c'est « Soyez moins constipé ». OK. J'avais un habit, ma mère m'avait enligné, me portait un habit, tout ça. Je suis allé dans les coulisses, j'ai enlevé ça, j'ai remonté mes manches, puis je suis rentré avec une pirouette dans les fourberies de Scapin, puis ils se sont mis à rire tous les deux. Puis j'étais très fier parce que sur 500 auditions, ils prenaient 16 personnes. Quand même. Oui, oui. Ça fait que j'étais très heureux, puis il me semblait tout de suite que j'étais à ma place. Puis j'ai été chanceux parce que je me suis retrouvé avec une classe absolument fantastique. La plupart des comédiens sont encore là. Pierre Curzi, Oui. Claude Laroche, Gilbert Sicotte, Paul Baillargeon, qui a été la sœur de ma première épouse, la mère de mon fils. Puis c'était extrêmement dynamique. C'était fou, l'École nationale. C'était à ce moment-là, c'était pas sur Mont-Royal, c'était sur Saint-Joseph. Pas sur Saint-Joseph, c'est-à-dire c'était dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Laurent, 9e étage. C'était assez trippant. Puis il y avait la moitié de l'école, c'était des Anglais. Puis il y avait les Français et les Anglais dans la même école. Ça fait que c'était très, très le fun. J'ai bien aimé cette période-là. Puis après ça, j'ai été chanceux parce que j'ai commencé à travailler au cinéma tout de suite. Le premier film que j'ai fait, c'est avec Pierre Harel, Bulldozer. Oui. Qu'on a tourné en Abitibi, à Rouen. Mais ce film-là, c'était particulier parce que vous n'étiez pas seulement qu'acteur, vous travaillez aussi J'ai sur travaillé les au décors. décor aussi, oui, avec mon ami Germain Perron, qui était responsable des décors. C'était quoi l'histoire du bol à soupe dans ce film-là? Ah, c'était un film assez sauté. Il y avait Pauline Julien, il y avait Raymond Lévesque là-dedans, Yvan Ducharme. En tout cas, c'était une... Puis Pierre Harel n'avait pas un scénario arrêté complètement. OK, il laisse la place. Il improvisait, oui, oui. Puis ça a été juste les dernières journées qu'il a décidé que
celui qui jouait Bulldozer, Donald Pilon, se noyerait dans sa soupe. Fait qu'il a pris une grosse cuve, qui a transformé en bol à soupe. Germain était un bon artiste. Puis Pilon se noyait dans sa soupe. C'était complètement éclaté, ce film-là. Parce Oui, il y a encore des extraits que j'ai réussi à trouver, puis on voit M. Pilon qui court dans, on dirait, un truc à déchets. Ah non, ouais, bon, on tournait dans une dompe. OK. Puis on restait tous à l'hôtel Albert à Rouen. Puis c'était vraiment une dompe. Puis on était obligé de changer le tapis quand on a eu fini de tourner le film. Il y avait une trace noire partout. Là. Non, c'était fou ce film-là. Puis après ça, j'ai travaillé avec Gilles Carle. Oui, donc Gilles Carle, c'était pour... La vraie nature de Bernadette. En 72. C'est ça. Puis Pilon est encore là. Oui. Ça faisait notre deuxième film ensemble. On va en avoir un extrait d'ailleurs. Salut. Bernadette. Saint-Luc. Bonjour. Oui, Saint-Marc. On peut te faire des petits travaux si tu veux. Tu sais, comme réparer le toit, peinturer les vitres, réparer les clôtures aussi. On va te faire ça rien que pour le lunch. On n'a pas besoin d'argent, son père est riche. Elle est bonne, hein? Très, très bonne. Dans La vraie nature de Bernadette, votre personnage, c'est Saint-Luc. Saint-Luc, oui. Homme à tout faire, prêt à faire de la rénovation pour avoir juste seulement de la nourriture. Une espèce de bum. Je mettais mon costume de bum le matin à 5 heures, puis je commençais tout de suite à être bum, tu sais. OK, vous étiez vraiment dans le personnage. Dans le personnage complètement. Je tirais du couteau pour vrai là-dedans. En tout cas, Gilles Carle venait me voir et me disait, bon, ben, Yvon, on a besoin de toi. Êtes-vous prêts, là? Tu finis le niaisage, je suis allé tout à l'heure, là, puis il restait... C'est mon attitude de bum. Ça a commencé là. Je tournais aussi avec Willy Lamotte là-dedans. Oui. Puis Willy, lui, il disait c'est One Take Willy. OK, c'est son surnom, là? Ouais. Ben, moi, j'ai pris One Take Barrette, c'est parce que c'est pas mal ma façon. Je suis prêt. Quand ils sont prêts, là, je suis prêt. Une take, c'est fini, c'est ouais, canné. c'est ça. Même la scène d'ouverture de Slapshot, qui est une assez grosse scène, là, c'est One Take. Mais puis il recommence. Et qu'est-ce que c'est qu'un bâton élevé, Denis? Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est quand un gars t'envoie son bâton. Ici, là, t'as pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Hein? Oh non. Jamais. Pour quelle raison? C'est contre les règles du jeu. Ah. Il faut être stupide pour faire des choses du genre. Les Bloucs font ça, pas les Québécois. Denis, nous autres, on qu'est-ce joue. que ça veut dire cinglé? Oh, ça, c'est très simple. C'est ça. Oui. J'avais un rapport spécial avec George Royal. Puis, il me demandait souvent de faire des choses qui n'étaient pas écrites dans le scénario. À un moment donné, j'attendais depuis habillé en gardien de but, en face du locker room. Il tournait avec les autres gars dans le locker room. Puis, j'avais une scène, moi, écrite d'une page ou deux. J'avais le texte, puis j'étais prêt à tourner ça. Puis vers 6 heures le soir, là, j'attendais habillé en gardien de but depuis 8 heures le matin. Fait qu'il sort du locker room, la scène qui devait tourner était faite, puis il dit, bon, ben, ils vont forget the lines, oublie les répliques, fais-moi une crise d'épilepsie. On regarde l'extrait encore une fois. Des belles pauses. Dansez-vous, sacrement, voyez! Dansez-vous, sacrement! Je m'en viens, là, Denis. Attends. OK, je suis là. Mais c'était ça. J'ai toujours eu bien du plaisir à travailler au cinéma. Toujours à apporter quelque chose qui n'était pas nécessairement dans le scénario. Tu sais, comme dans Les Tyrans du pouvoir, à un moment donné. Je pense que Pilon était là-dedans. Il y avait Forgette aussi, avec Claude Fournier. Puis l'autre faisait la caméra, puis il réalisait. Fait qu'il était derrière la caméra, puis on était à l'église, puis les curés étaient du côté des directeurs de l'usine. Ça fait que on voulait boycotter l'église. Ça fait que j'étais à ma place dans l'église. Puis quand ça a été le temps de passer la quête, celui qui est arrivé en avant de moi avec son panier, ben, je me suis levé debout. J'ai fouillé dans mes poches, comme pour lui donner de l'argent.
Mais finalement, j'ai sorti mon mouchoir, puis je me suis mouché. Claude Fournier, quand il a vu ça, il était content. Il est sorti de sa caméra, il m'a pris dans ses bras. Mais c'est un jeu, hein? Ah ben oui. Fait qu'il faut que tu joues. Fait que c'est ça, mais c'est dans ma nature d'improviser encore. On va faire un petit saut dans le temps. On va passer, pour l'instant, le phénomène Slapshot. 2 réalisateurs, je crois, qui sont importants pour vous. Gilles Carle, évidemment, Oui. et Pierre Falardeau. Ah ouais, Pierre Falardeau, ça a été terrible. Puis, ça a été le fun. On a eu du plaisir à faire ça ensemble. On avait une très bonne communication. D'ailleurs, à un moment donné, il nous a offert la possibilité. Il dit, vous autres, les patriotes, vous n'avez pas beaucoup de texte. Ça fait que si vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque dans le scénario, puis vous avez le goût d'écrire une petite scène, faites-le, on en parlera ensemble, puis si ça convient, on le mettra dans le film. Il était quand même assez ouvert, parce que souvent, les Il réalisateurs... était très ouvert, oui. Puis je l'ai écrit, cette scène-là, parce que moi, même si j'avais les mêmes convictions que Delorimier, j'étais frustré du fait qu'il nous avait promis des armes pour se défendre si les Anglais venaient. Les Anglais sont arrivés, ils ont brûlé nos fermes, ils ont violé nos femmes, puis on se retrouve en prison. Puis il y a un autre patriote qui s'approche de moi, puis il dit, moi, Delorimier, il m'a sauvé la vie à la bataille de tel village. Je le suivrai jusqu'en enfer. Je le regardais, je disais, bon, on est rendu. Mais Narbonne, tu sais c'est qui? C'est le gars de Saint-Édouard, là, avec juste un bras. Oh, oui, c'est lui que sa famille est morte l'année passée, pendant qu'il était en prison. Et goddamn, ils ont brûlé sa ferme. Ses 3 enfants se sont trouvés tout seuls sur le chemin. Lui, mon vieux, là, tout ce qu'il regrette, c'est de pas avoir eu la chance d'en tuer plus. Que ben, t'en rêves. J'ai l'impression que je me suis fait embarquer. Pas moi. Avec les Fils de Liberté, quand les pourris d'Hydric Club ils ont saccagé le journal de Callaghan, ils m'ont payé ça à 10, les bâtards. J'étais en terre, puis il me fait ça à coup de manche de pioche. Delormier lui a reçu une balle dans une jambe, puis il a sauté dans le tas pour me défendre. Ça va pas été lui, le champ mort aujourd'hui. Après ça, mon vieux, je l'ai suivi partout. J'étais avec lui à Saint-Eustache, à Sainte-Martine, à Beauharnois. Avec lui, là, je suis allé jusqu'en enfer. Où il est rendu? Cette scène-là, ça a fait l'affaire de Falardeau, évidemment. Il l'a mis dans le film. Ça devait vous faire un petit velours de savoir que... Je trouvais ça agréable d'avoir le droit d'apporter quelque chose. C'était ça le principe. Puis quand ça passe sur le DVD, Falardeau, après que la scène est passée, il dit ça, cette scène-là, c'est Barrette qui l'a écrit. Il a fait un film, lui, Slapshot. Slapshot est partout. Depuis que je l'ai tourné. Je m'excuse si je reviens avec. Ben non, pas de problème, je comprends ça. Mais avant, par contre, ça, je trouve ça important. Je tiens à vous féliciter parce que ça fait près de 40 ans que vous êtes sobre. Ça, c'est important. Ah, ça, c'est l'affaire la plus... Ouais, ça, c'est la plus belle des choses que j'ai faites dans ma vie. Puis c'est intéressant. De toute façon, non, ça s'est passé. Je peux vous raconter ça parce que, bien sûr. Comme je vous disais, je me suis occupé du théâtre depuis que je suis à Saint-Léon aussi. J'ai transformé le sous-sol de l'église en théâtre. Puis j'ai amené des gens à écrire des pièces, puis on les a jouées. Puis une de ces productions-là qu'on avait joué, qu'on avait préparé, puis qu'on répétait dans la salle municipale à Saint-Léon, s'appelait « Les bannes mémoires de la gare de Sainte-Exaspérine ». Un petit cours quand même. Il y avait une petite gare à Saint-Ulrich, puis on racontait l'histoire de cette gare-là de décennie en décennie.
quand les gens sont partis à la guerre, après ça, quand ils sont allés travailler, ces chantiers, quand la télévision est arrivée. Puis il y avait 5 musiciens, on entendait le train arriver d'un bord à l'autre de la salle. C'était une production intéressante. Puis j'avais 17 comédiens. C'est moi qui, je dirigeais l'écriture, puis je faisais la mise en scène aussi, puis la direction d'acteur. Puis ma blonde prenait un coup aussi. Elle a 20 ans de sobriété, là, maintenant. Puis un samedi matin, on s'était chicané la veille, puis salle municipale, il y avait un bar. Ça fait que quand je suis arrivé aux salles municipales un peu avant tout le monde, je me suis commandé une bière, puis j'ai pris une bière, puis quand toute la gang qui sont arrivés, ils étaient en ligne en avant de moi, il y avait mon copropriétaire de Syrie jouait dans la pièce, 70 personnes, de 5 ans à 70 ans. Puis, il me voit avec la bière. Il était toute la gang ensemble. Puis, René, il dit, Yvon, si tu prends une bière, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est toi qui dirige l'écriture. C'est toi qui fais la mise en scène. Fait que là, il y a eu un silence. J'ai dit, merci, René. Tu viens de me faire réaliser que ça dérange un joyeux paquet de monde. Je peux vous dire immédiatement qu'on joue la pièce dans 2 semaines, que vous ne me verrez plus jamais avec une bière. Puis qu'après ça, je m'en vais à l'Escale à Sainte-Anne-des-Monts, une maison comme Jean Lapointe, puis je ne bois plus jamais de ma vie. C'est ça que j'ai fait. Vous avez arrêté Cold Turkey d'un coup? Ça a arrêté, oui. J'ai rencontré quelqu'un, Richard Laberge, qui est devenu un de mes amis, il travaillait au CLSC, puis c'est lui qui m'a préparé à aller à l'Escale. Puis il m'a expliqué quelque chose de fondamental que j'utilise. Je parle souvent de sobriété à ceux qui en ont besoin. C'est que quand tu as un problème d'alcool, tu peux pas t'en sortir parce que c'est un problème mécanique. Ton foie, il filtre plus l'alcool. Puis ça va direct au cerveau. Puis ça peut pas être changé. C'est comme si tu es allergique au beurre de pinot, tu arrêtes tout simplement de manger du beurre de pinot. Ouais. Puis quand j'ai compris que c'était pas parce que je manquais de volonté ou pas parce que j'étais ci ou ça, ou que c'était un problème mental ou émotionnel, que c'était tout simplement un problème technique. J'étais allergique à l'alcool, ça a été très facile. J'ai arrêté de me faire des problèmes avec ça. Puis de l'alcool, quand j'ai commencé à boire, je devais avoir 16 ans. J'avais travaillé tous les étés, moi, depuis l'âge de 12 ans. Mon père était entrepreneur électricien, puis je travaillais avec les employés. Je faisais tous les jobs que les autres ne voulaient pas faire. Je suis arrivé, j'étudiais au séminaire de Québec, puis je suis arrivé, c'était le party des employés, dans l'atelier, chez nous. Puis ils étaient tous contents de me voir. Fait qu'ils ont dit, Yvon, viens ici. Puis ils m'ont préparé une ponce de gin avec pas beaucoup d'eau. Beaucoup de gin. Fait que là, c'était envoie, t'es capable, envoie, cale. Et quand j'ai fini de boire ces 2-3 verres de gin-là, j'étais chaud. Puis quand mon père m'a vu, il a dit, moi, ma mère est morte à 49 ans. Elle était alcoolique, elle avait un problème d'alcool. Il m'a dit, t'es pareil comme ta mère, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Oh, OK. C'est dur, ça, quand même. Fait que j'ai essayé d'y prouver pendant 25 ans que je contrôlais ça. Mais j'avais pas réussi, finalement. Mais c'est ça, l'alcool a pris beaucoup de place dans ma famille. Mon grand-père a parti des AA à Alma. Ça fait que, tu sais, c'était une genre de maison où si tu n'avais pas de verre de gin, là, il te manquait quelque chose, ou à peu près. Puis le dernier événement auquel j'ai participé, c'était à Gatineau, ça doit faire quelques mois. C'était une levée de fonds pour un cancer qui s'attaque aux jeunes enfants, surtout dans la communauté CRI du Grand Nord. OK. C'était à Gatineau. Il y avait une journée de golf le lendemain, puis une soirée. Puis mon chum, Tim Saganache,
travaille pour la Croix-Rouge. Puis il arrivait d'une semaine à Chisasibi pour faire de la formation aux gens qui travaillent en sécurité publique. Puis connu un gars qui s'appelle Jason, qui avait un problème d'alcool. Puis à la fin de la semaine, Tim il dit, je m'en vais à Gatineau pour la levée de fonds pour le cancer. Fait que Jason il dit, j'y vais moi aussi. Fait que quand je suis arrivé j'ai pris l'avion à 9h30 le soir, je suis arrivé à Dorval. Jason il m'attendait avec une carte des Chiefs. OK. Puis après ça, Tim nous attendait à l'extérieur avec sa camionnette, puis on avait 3 heures de route à faire. Puis on a parlé de sobriété pendant ces 3 heures-là, puis Jason est sobre depuis ce temps-là. Wow. On communique ensemble. C'est un gars super le fun. Moi, je suis bien proche des Amérindiens. Puis c'est parce que la façon dont je vois ça, c'est pas comme des AA où on Ouais, il y a un côté ouais. religieux aussi Ouais. là-dedans. Tu sais, regarde, c'est juste que tu es allergique. Moi, Jason, j'ai dit, appelle-moi, mais pas quand tu as bu. Je peux rien faire quand tu bois. C'est Moins réceptif. C'est ton affaire à toi. C'est ça. J'essaie pas de... Parce que tu peux pas arrêter quelqu'un. Il faut qu'il décide d'arrêter. C'est tout. Puis ça, je l'ai compris. Fait que... M. Barrette, vous êtes aussi propriétaire de la scierie L'Ancèdre. Quand vous avez parti ce moulin à scie-là, étiez-vous encore acteur? Actif? Oui, plus actif. Ouais. C'était assez curieux parce que j'ai travaillé beaucoup en région. J'ai fait des théâtres d'été. J'ai fait des théâtres d'été. J'ai fait le centenaire d'Amkoui. J'ai joué 2 pièces à Amkoui. J'ai joué à 3 pistoles aussi. Des théâtres d'été, tout ça. Puis j'ai surtout participé à la création d'un spectacle qui s'appelait Un village pour demain, qui a été écrit pour Opération Dignité, pour informer de la façon dont le gouvernement avait procédé pour fermer les villages en Gaspésie. Puis, à l'origine, on devait jouer une 30aine de fois dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Puis finalement, on l'a joué 175 fois partout au Québec. Quand même. Mais le problème est qu'on ne fonctionnait pas selon les tarifs union. Comprends-tu? Il n'y avait pas de per diem. On chargeait juste 5 piastres par spectateur. Puis on jouait dans des sols d'église, dans des foyers de leur genre. On jouait dans... Tu comprends ça? Non. Pas les salaires que l'union suggère. Justement, l'UDA devait être content. Mais moi, je ne tenais pas compte de ça. Moi, j'ai formé des acteurs. Puis on a fait un show qu'on a joué. Au lieu de le jouer 30 fois, on l'a joué 175 fois. Puis ça a été... ça a changé ma vie, moi, comme acteur, de faire du théâtre comme ça, là, vrai. Tu sais, il y avait des répliques dans ce show-là là, qui étaient tellement... J'étais avec un autre personnage, puis la scène se passait comme sur le quai à 3 pistoles, puis lui, il s'en allait travailler ses chantiers. Puis la scène, elle finissait de même. J'ai dit, hey, tu sais-tu, quand tu pars de même pour aller travailler ses chantiers, là, puis laisser tes affaires au village site, puis tout le monde, là, puis revenir, puis prendre un coup, puis c'est tout, là, j'ai l'impression que tu te sauves. Je me sauve de quoi? Tu te sauves de toi, câlisse. Tu sais, c'était... Très bien dit. Mais c'était ça. Puis moi, quand on a eu fini de faire ce show-là, j'ai eu une convocation à l'Union des artistes. Ils m'ont dit qu'ils me retiraient mon fonds de pension. Parce que j'avais travaillé... j'avais pas travaillé selon les normes de l'Union. Fait que j'avais, je sais pas, une 20aine de 1000 pièces dans mon fonds de pension. Fait que j'ai pris une partie de cet argent-là, puis je l'ai investi, puis on a parti de moulin à scie. Je suis redevenu membre de l'Union parce que j'ai fait d'autres films. J'ai pris les permis, puis tu sais, ça n'a pas changé grand-chose. Là. Mais je suis allé voir à Montréal, je leur ai dit qu'il y avait une vie en dehors de l'Union des artistes.
que j'étais membre de la Screen Actor Guild, puis que je ne pouvais pas charger les mêmes tarifs en région, pour la publicité, exemple, que les autres pouvaient charger à Montréal. Tu sais, on n'a pas le même bassin de population. Non, c'est clair. Bon, c'est ça. Tu sais. Mais c'est tout. Comme je te dis, je suis pas attaché à des affaires comme ça. Moi, je suis heureux quand je m'en vais travailler au moulin. Parce que c'est chez nous. Puis quand j'étais jeune, j'ai failli m'électrocuter à 2 ans et demi, ça fait que l'électricité, là, ça m'attirait pas trop. Non? Puis mon oncle Herménégilde avait une shop à bois. Puis mes cousins, puis c'est lui qui avait une patinoire dans la cour chez eux, puis on faisait une équipe de hockey qui s'appelait les Écureuils, puis une équipe de football avec le même chandail quand l'été. Puis j'aimais le bois. Ça fait que ça n'a pas été long que mon amour s'est tourné vers cette série-là. Puis ça me permet de faire ce que j'ai à faire comme acteur aussi. Ça me ralentit pas, là, tu sais, pas en tout. Ça s'appelle l'ancèdre, c'est assez simple, parce que le bois, c'est le cèdre. C'est ça. Dans 2 minutes, on revient, on tombe dans le moment Slapshot. Slapshot. Le réalisateur du casting, Mike Fenton, il cherchait quelqu'un en particulier. Combien d'auditions qu'il y a eu déjà avant qu'il tombe sur Yvon Barrette? Ah, regarde, ils sont vraiment... Il était à Montréal, installé au Ritz-Carlton. Puis mon ami Donald Pilon les guidait à travers les acteurs du Québec. Puis tout le monde voulait jouer dans un film avec Paul Newman. À l'époque, c'est clair. C'est normal, c'était tout à fait normal. Puis moi, j'avais pas entendu parler de ça du tout, là. Un matin vers 9h, il y a une fille de l'Union des artistes qui a appelé chez nous. Moi, j'étais occupé à transporter du foin avec un de mes amis pour ses animaux. Puis quand je suis repassé devant la maison, on dit « Viens ici, il y a quelqu'un de l'Union des artistes qui a appelé. Elle voulait savoir si ça te tentait de jouer dans un film avec Paul Newman. » Je l'ai rappelé, j'ai dit « Oh oui, ça me tente, là, tu sais, mais ça a arrêté là. » Puis, un peu plus tard, Donald Pilon m'a rappelé, il dit « Yvon, c'est sérieux, ton billet d'avion est à l'aéroport de Montjoly, puis il faut que tu sois au Ritz-Carlton pour 6h moins 5 ce soir. » Moi, j'ai à Saint-Léon, là. Ça laisse pas beaucoup de temps. Ça, là, c'est que j'avais fait un film à l'office, puis j'attendais des sous, mais j'étais cassé. Fait que je suis allé voir à l'épicerie, j'allais voir Louiselle. J'ai dit, Louiselle, tu me passerais-tu 100$, faut que j'aille faire un film avec Paul Newman. Elle vous a-tu cru? Ben, elle m'a passé 100$. OK, non, mais attends. Ben, j'ai dit, non, mais tu regardes. Moi, je ne savais pas non plus que ça marcherait là, à ce moment-là. Non, ben non. Mais il fallait que je bouge rapidement. Puis, c'est ça, Donald était découragé parce qu'après leur avoir présenté 300 personnes, il n'avait pas trouvé la personne qu'il voulait. Puis Mike Fenton, lui, c'est un génie pour la distribution. C'est lui qui a fait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça veut dire qu'il y a des personnages dans le film qu'il a rencontrés dans un bar parce qu'il avait une tête spéciale. Puis bon. Fait qu'il cherchait un short, squat, French Canadian to portrait the goalie. Inspiré par Rogatien Vachon, par les gardiens de but du Canadien qui étaient tous petits. Oui. Et puis, c'est ça. Mais Donald, il sort du Ritz, puis il pense à moi. Il dit, ils vont. Fait qu'il les a amenés chez Carl Lamy, puis il leur a fait visionner un extrait de La vraie nature de Bernadette, puis un extrait des Corps célestes. Puis c'est comme ça qu'ils ont dit, oui, on veut le voir aujourd'hui. OK, ça pressait, là. Non, ça pressait. Je suis arrivé au Ritz, c'était 6h moins 5. J'ai appelé Mike Fenton. J'ai dit, hello, Mr. Fenton, Yvon Barrette. How did you made it? Comment t'as fait? Je dis, en tout cas, je suis là. Puis là, il m'a amené manger dans une brasserie près du Ritz. Mais je savais pas encore si c'était un western ou qu'est-ce que c'était comme film. Je savais rien. OK, vous saviez même pas à la base avant de vous déplacer. Non, pas en tout, là.
Fait que là, il dit, j'ai dit, well, tell me about the movie, please. Il dit, well, the movie starts on you. Puis là, il m'a raconté l'histoire du film, d'un bout à l'autre. Puis après ça, on est monté à sa chambre. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. OK. Puis vers minuit, j'ai auditionné. J'ai fait la première scène du film, puis lui me donnait la réplique. Puis quand on a eu terminé les quelques pages de texte, il s'est mis à improviser. Mais moi, j'avais déjà une bonne idée du personnage. C'est qu'il m'a regardé après, puis il était content. Il dit, je fais écouter ça à George Royal, puis tu vas avoir des nouvelles rapidement, puis comme de fait. Ils m'ont appelé. C'est déjà pas mal clair que dans sa tête à lui. Non, mais c'est lui qui, tu sais, regarde. Il savait que George Royal serait d'accord avec lui. Il avait été engagé pour faire la distribution. Puis, si tu regardes, tous les personnages de Slapshot sont intéressants. Puis, oui. Ils sont tous, tu sais, il n'y a pas de petit rôle dans Slapshot. Non, chaque personnage a son importance. À sa place, oui. C'est ça. Puis moi, ben, c'est ça. Là, leur problème était réglé. Il y avait le short squat French Canadian. Le tournage a débuté en 1976. Ça a duré seulement 3 mois avec un budget de 6 millions. Mais à l'époque, 6 millions, là, c'était un gros budget. C'est beaucoup, là. Oui, c'était un gros budget. Aujourd'hui, c'est des centaines de millions, mais là, on est en 76, 6 millions. Oui. Comment ça se passe? Ça a duré 13 semaines. Ça a été extraordinaire, d'abord parce qu'il avait réuni un paquet de monde qui s'entendait bien. Puis Newman était la seule star. Ceux qui ne pouvaient pas se réfugier ailleurs qu'avec nous autres. Puis de toute façon, Newman, c'est un gars extraordinaire, extrêmement généreux. Tu sais. Souvent, j'ai rencontré des acteurs québécois qui étaient plus difficiles à dealer qu'un gars comme Newman. On avait des scènes comme la scène du bar, ben, il disait, Yvon, viens à ma chambre à soir, on va travailler cette scène-là pour demain matin. Tu sais, c'était comme ça. C'est un gars extrêmement ouvert, facile. Puis moi, j'étais tellement fier d'avoir la chance de tourner avec un gars de même. Puis pas juste lui, Strutter Martin, c'est lui qui fait le propriétaire de l'équipe. Oui. Who owns the Chiefs, owns. C'est des acteurs extraordinaires. C'est même Strutter Martin qui, à quelque part, a donné le ton au film. Tu sais, qui... En tout cas, tout ça, c'était inspirant. Puis moi, évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas encore arrêté de boire. Puis il m'a raconté une anecdote qui est assez spéciale. J'étais au bar à l'hôtel, on était tous dans le même Sheraton à Johnstown. Puis vers minuit, mais là, je suis inquiet là, parce que je ne sais pas encore si le travail que je fais comme acteur est convenable, si ça va bien, tu sais. Puis je décide d'appeler George Royal à minuit. OK? Fait qu'il prend le téléphone, il dit « Hello? Oh, he's calling, it's Yvon. What do you want to talk about? I have to be up at 5 o'clock tomorrow morning. See you at breakfast. » Je dis « OK, oh, là, je me rends compte que je viens de faire une gaffe, là. Je fais pas ça, appeler le réalisateur. Au cinéma américain, non pas en tout. » Puis le lendemain matin, je descends au déjeuner, un peu timide. Comment est-ce que ça va se passer, tu sais. Lui, il me voit arriver. Il se lève, puis il s'en vient vers moi. Il dit, What do you want to talk about? Je le regarde, je dis, I'll call you tonight. Ça a créé une espèce de complicité qui a fait que pendant le tournage, il était très à l'aise de me demander des choses qu'il n'aurait pas demandé à n'importe qui. OK. Tu sais, puis il m'a pris dans ses bras quand le tournage a été fini. Ça a été, dans le fond, une bonne affaire. Mais c'était fou. C'était complètement fou. Mais j'étais fou. Le scénario a été écrit par une dame, Nancy Dowd. Nancy Dowd, oui. Est-ce que c'est vrai l'histoire des micros mis oui, dans la chambre de hockey? Ben, son frère, celui qui joue le rôle de Ogie Oglethorpe dans le film. Ned Dowd. Ned Dowd, oui. Oui. Il jouait pour les Chiefs. Mais ça n'a pas été écrit pour rien, ce scénario-là. C'est parce que c'était extrêmement violent.
J'ai vu des joueurs lancer leur hockey dans les estrades, puis tout ce qui est fait dans le film, là, était pas exagéré, dans le fond. C'est quasi un documentaire, ce film-là. Là. Presque, pratiquement un documentaire. C'est ce qui fait que c'est devenu un film culte. Puis toutes les ligues de hockey, même les ligues de garage, s'en inspirent. Puis ils prennent les répliques, parce que les répliques sont comiques, tu sais. Fait que Ned, il avait signé un contrat, il devait faire le camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago à l'automne. OK. Puis il a été blessé par un coup de hockey sauvage dans le dos. Puis ça l'a blessé à la colonne vertébrale. Puis ça a mis fin à ses espoirs de jouer dans la Ligue nationale. Sa sœur, Nancy, était à Los Angeles. Puis elle étudiait en écriture de scénario. Ça fait qu'il a raconté ça à sa sœur. Puis il dit, on sait même pas si l'équipe va être vendue, où elle va aller. En tout cas, ça serait un sujet peut-être intéressant pour toi, pour écrire un scénario. Puis elle s'est envenue à Johnstown. Elle a placé des enregistreuses dans les locker rooms pour prendre le ton. En tout cas, puis elle a passé, je pense, 1 mois au moins là. Après ça, elle a écrit un scénario qu'elle a présenté à George Royal. Puis là, ça a été, il y a un livre décrit sur de quelle façon tout le monde voulait jouer dans Slapshot. Tu sais, Robert De Niro, un paquet d'autres, là. Finalement, ça a été Newman, parce que Newman, il avait déjà fait plusieurs films avec George Royal. Puis je pense que ça soit le seul qui patinait un peu. Oui, oui, il venait de... C'est ça. Il y avait un début de... Ouais, il a été coaché aussi pendant le film. Là. Il a été doublé aussi, dans des scènes où ça allait un peu trop vite. Ouais. Puis c'est ça, Nancy, elle a écrit ce scénario-là, puis moi, quand j'ai reçu le scénario, je trouvais ça génial, tu sais, évidemment. Puis tout le monde est... Puis étant donné qu'il n'y avait pas de super vedettes dans notre gang, on se voit souvent là, pour participer à des levées de fonds. Puis on est devenus comme des frères, là, tu sais. Encore aujourd'hui. Ah oui, absolument. Eux autres ont participé durant tout l'été à des événements pour fêter le 45e anniversaire de Slapshot. Moi, je pouvais pas parce que j'étais en attente d'opération. Fait qu'on faisait je participais sur vidéo. Mm-hmm. On a fait des zooms à cause de la COVID aussi, là, pendant des bouts de temps, des podcasts. J'ai même fait un podcast à Honolulu, parce qu'il y a une base, il y a une base militaire à Honolulu. Puis c'est un Américain qui est fan de hockey, qui est fan de Slapshot, puis il m'a trouvé ici. Mais j'en ai fait plusieurs là, cette année, là, ça n'arrête pas. Là. Mais j'ai pas pu participer cet été. Là, j'ai appelé Kerry Goulet. Moi, je travaille aussi pour participer à ces levées de fonds-là. Je travaille avec un gars qui a fait sa carrière de hockey en Allemagne. Kerry Goulet, il habite à Toronto. Puis il a parti 2 fondations. Il y en a une, c'est Shoot for a Cure, pour ramasser des fonds pour des recherches sur les maladies de la moelle épinière, des accidents qui arrivent souvent à des joueurs de hockey. Et l'autre, c'est Stop Concussion, pour faire de l'information pour en arriver à éviter les commotions cérébrales. Puis, je suis allé 4 fois en Allemagne. Je suis allé en Australie. D'ailleurs, on va retourner en Nouvelle-Zélande au mois de juin. Colin. En Allemagne, je suis obligé d'apprendre une réplique en allemand. C'est au lieu de Who owns the Chiefs, c'est Wem gehört the Chief. Georen. En Australie, tu sais, ça me... Vous avez presque fait le tour du monde là, avec ça. Ah oui, absolument. Oui. Ça a été traduit dans toutes les langues. Puis ça a le même succès dans toutes les langues. Tu sais, même en Europe, là, la castagne. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Ben, ça, c'est drôle. Nancy Dowd a été invitée à Paris pour écouter la version française de Slapshot. Arrive là, elle s'installe, c'est la castagne. Moi, j'étais doublé par un Marseillais. Oh, OK. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. C'était pas des hockey, c'était des gourets.
c'était pas des POC, c'était des palais, c'était pas des rondelles, tu sais. Nancy a dit, moi, si j'amène cette version-là au Québec, je vais me faire tuer, tu sais. Puis elle était avec quelqu'un qui avait une maison d'adaptation de films. Un Français qui est installé à Montréal depuis une quinzaine d'années. Il dit, moi, je vais la faire, la traduction. Puis si ça sac beaucoup dans le film, c'est que pour lui, Chris de calice de tabarnak, tu sais, c'est pas putain de merde. Non. C'est ça, c'est tout, là. Ça va passer, tu sais. Et puis, finalement, la version québécoise, on a fait un documentaire là-dessus parce que ça a eu le même effet que le théâtre de Michel Tremblay. Oui. C'est le premier film américain traduit en québécois. J'ai fait ma voix, moi. C'est tout, ça m'a pris, quoi, pas tant de temps que ça. Là, tu sais. Au début, j'étais un peu mal à l'aise avec la version québécoise, tu sais. Parce que... Ben, à l'époque, quand ça a sorti... Non, mais les jokes traduits en français, tu sais... En tout cas, anyway, ça marche. Ouais, ben, moi, je préfère la version québécoise, sauf pour la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, c'est... je trouve que c'est parfait en anglais. En anglais, oui. Et tu lèves ton bras comme ça. Écoutez, ça c'est magique, là. D'ailleurs, cette scène-là, saviez-vous que le gardien Marc-André Fleury l'a fait? Ben oui, je l'ai vu, j'ai parlé à Marc-André Fleury. OK. Oui. Hi, Jim Carr again. Dennis, I'm not sure if everyone in our audience is familiar with the finer points in hockey. For example, what is icing? Well, icing happens when the puck comes down, bang, you know, nobody around before the guys, and then my arms go comme ça, and the play stop and start up. Oui. Vous l'avez comme un peu coaché. Oui. Mais attends, quand je suis allé en Australie, j'étais avec deux joueurs, des aînés un peu comme moi, Darryl Sittler. Oui. Puis Tiger Williams. OK, lui, je le connais moi, par contre. Tiger Williams, c'est un goon qui protégeait Darryl Sittler quand il jouait pour les Maple Leafs de Toronto. OK. Mais eux autres, quand on rentrait dans l'aréna à Sydney, là, ils n'étaient pas connus pendant tout. Moi, je mets mon chandail avec Denis Lemieux en arrière, puis je rentre dans... Les 30 000 personnes se lèvent debout. Tu sais, c'est hallucinant, ça. Tu sais. Moi, c'est la liberté. J'enlève mon chandail, j'ai la paix. Là. Je peux me promener n'importe où. Personne ne connaît Yvon Barrette. Mais Denis Lemieux, il y en a beaucoup. Denis Lemieux est connu pas mal partout sur la planète. Oui. Peu importe le film que vous avez fait, il y a toujours comme un moment mémorable dans chaque film. Oui. Pour Slapshot, est-ce que vous dites, là, il y a un souvenir, ça a été mon meilleur moment, ou vous en avez plusieurs? Là? Ah, m'a dit que la première scène du film, c'était une grosse affaire parce que faire ça en une prise, c'est One Take Barrette, là, je l'ai fait dans une prise, puis accidentellement parce que Andrew Duncan, qui est décédé il y a une couple de semaines, quand on a tourné la scène, il est devenu nerveux, puis la patte, il a levé, puis au lieu de frapper à terre avec le bout de la palette, je l'ai frappé sur le tibia, puis la face, il a changé, puis ça a fait toute la différence, tu sais, pour la scène. C'est un bleu qui valait la peine. Oui. Puis ça, quand on est arrivé à Johnstown, on a répété le film dans un gymnase de l'armée. Okay, les places étaient marquées avec des bancs. Ça, c'est le locker room, ça, c'est ici, puis ça, c'est ça. Puis, quand on a répété la scène d'ouverture, il m'installe mon micro. Mais moi, étant donné qu'on était dans un gymnase, je vois une fontaine. Puis je sais que ça va commencer bientôt, l'entrevue. Je me lève, puis je m'en vais boire à la fontaine. Comprends-tu? Ça a fait que, oups, lui, ça l'a rendu un peu nerveux, malheureux, parce qu'il perdait son... le gars qui devait interviewer. Puis George O'Neill a trouvé ça tellement drôle que quand on a tourné la scène, il a fait installer une fontaine dans le studio de radio. On a tourné pour qu'on puisse faire la même affaire. La même chose, donc il s'est reproduit. Ben oui. En 2000 ou 2001, je ne me trompe pas, vous avez commencé à faire vraiment des conventions.
Pour aller rencontrer les fans, signer des autographes. Oui, oui. Mais c'est toujours relié à des levées de fonds. OK? Pour le cancer, pour ci, pour ça. Invité par des équipes de football de l'Ouest canadien parce qu'eux autres ont leur levée de fonds. Puis ils invitaient les membres de Slapshot. OK. Parce que ça amène du monde. Tu sais, à Winnipeg, j'étais invité par les Blue Bombers de Winnipeg. Puis Kerry Goulet, c'est lui qui organise ces tournées-là. Puis on ramasse des sous. On profite de l'événement pour ramasser des sous pour ses fondations à lui aussi. Shoot for a Cure, puis Stop Concussion. OK. Puis, ça n'arrête pas, tu sais. On fait 4-5 sorties par année, là, à peu près, là. À part des salons de collectionneurs, tu sais. Mais c'est pas long que Denis Lemieux sortir, puis c'est Yvon Barrette qui est là, tu sais. Je vais te conter une affaire qui est arrivée à Edmonton, puis c'est drôle parce que il y a quelqu'un qui s'approche de moi et dit Sorry, I would like to take a picture with you, but I'm shy. Nice to meet you, shy. Comme Yvonne. Comprends-tu? Fait que moi-même, ça y a enlevé un peu la gêne puis le stress qu'il y avait. C'est ça, ben oui. Qu'est-ce qu'on vous demande? Oui, bien sûr, à part des photos puis des autographes, là, mais le plus souvent, vous n'êtes pas tanné de le dire parce que ça vous fait plaisir, j'imagine, une phrase classique du film qui vous dit là, « Hey, monsieur Yvon, pouvez-vous me dire ça? » Je vais te montrer quelque chose. C'est Trade me right fucking now. OK? Dans la boîte d'autographes que j'ai à faire, j'ai un téléphone que j'ai signé, Trade me right fucking now. OK. Denis Lemieux numéro 1. Puis ça fait à peu près le 5e téléphone que je signe. C'est la réplique qui m'est demandée le plus souvent. Puis la première fois que j'ai été invité pour participer à un événement, c'était à Toronto, par Hush Bornstein, pour aller signer des photos, puis tout ça. Mais moi, je suis parti de Saint-Léandre, j'ai pris l'avion à Montjoly, je suis arrivé à Toronto, il y a quelqu'un qui m'attendait à Toronto, puis il m'a amené tout de suite à une station de radio, parce que j'avais une entrevue à faire à la station de radio. Puis, il m'a demandé des répliques du film, là, les plus importantes. J'ai dit « Train me right fucking now ». Sur les ondes radio. J'étais le premier humain à dire « fuck » sur une station de radio à Toronto. L'animateur a dû changer de face. Ah, ça n'avait pas de bon sens. Puis le soir, j'étais invité au... c'était le Canada Center, une partie de hockey, des Leafs contre, je ne me rappelle plus qui, là. Puis quand je suis arrivé dans la salle des journalistes en haut, tout le monde était là. « Ah, he's the guy who said fuck on the radio today. » Donc, évidemment, vous faites beaucoup de séances d'autographes. C'est quoi la chose la plus inusitée que vous avez signée, mis à part, par exemple, comme vous me dites, les téléphones, là. Pas nécessairement une partie du corps, là, je veux dire, là, mais... J'ai pas signé de partie du corps. Donc, bon, là, c'est réglé. M. Barrette n'a pas signé de bras ou de seins ou peu importe. Non. Ah non, j'ai signé des t-shirts, j'ai signé toutes sortes d'affaires, mais c'est vraiment les photos, là, tu sais, puis toutes sortes de photos. Chaque photo, c'est des photos qui sont extraites d'une scène. Puis j'écris des répliques par rapport à la scène, tu sais. Are you crazy? He has a big cock like a whore. Ça, Newman n'était pas capable de... Oh non? Non, il partait à rire. On a dû recommencer plusieurs fois. Vous avez aussi du matériel qui s'est retrouvé au Temple de la renommée du hockey à Toronto. Oui, mais tu sais, des figurines, j'ai pas été... Mais quand même! Oui, non, c'est ça. D'ailleurs, je me plais à dire que je suis le seul gardien de but qui a des affaires au Temple de la renommée puis qui n'a jamais eu un but de compter contre lui. Ça, c'est une moyenne écœurante aussi. Ça n'a pas de bon sens. Je tiens à vous remercier. Une autre affaire, oui. Allez-y, M. Barrette.
Ça va être une autre affaire qui a été comique. Je travaillais avec Tom Mikula, puis on s'en allait pour faire un salon de signature à Toronto. Puis pendant qu'on s'en venait en voiture, j'étais avec mes amis de Mad Brothers, Alexandre Paquette, puis il dit, Yvon, tu viendrais-tu, avant qu'on s'en aille au salon, à TSN? Il aimerait ça, il a reconstruit le décor du début du film, puis il aimerait ça faire une entrevue avec toi. Puis c'est le journaliste, je ne me rappelle pas de son nom, qui fait quand il y a... Andrew Duncan. Quand il amène des joueurs au temple de renommée, c'est lui qui est le maître de cérémonie. C'est un gars drôle, j'arrive là. Puis c'était pendant la grève de la Ligue nationale. Le mercredi soir, il présentait des anciennes parties. Puis entre les périodes, il discutait de la grève. Okay? J'arrive là, puis le journaliste en question, c'est plate, mais je suis un vieux bonhomme, je perds la mémoire. Il dit, ça te dérangerait-tu qu'on adapte les répliques de la scène à la situation actuelle? Ok, du lockout, là, ouais. Ça fait que là, ça commençait de même. C'était quoi? Yvonne, what do you think about lockout? I say, lockout's very bad, you know. Last week I went out to have a couple of beers with my fellow player. And when I came back home, my wife, Nicole, had locked everything. It was lockout. What do you think about celery? Oh, celery is no good. I prefer carrots. I'm a goalie, you know. C'est que toutes les folies de même. Puis il y avait dans les personnes sérieuses, en habit, qui discutaient le coup de... Il y a un vrai gardien de but, il s'approche de moi en 2 prises, puis il dit you know, I'm a real goalie. Je me lève la tête, je dis I'm a real actor. Mesdames, Messieurs, c'était notre entretien avec Monsieur Yvon Barrette, aussi connu sous le nom de Denis Lemieux. Monsieur Barrette, un énorme merci. Ça fait plaisir de vous.